Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour vous commencer la lecture de La Maison Tellier de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant est un écrivain français, né le 5 août 1850 au château de Méroménil et mort à Paris le 6 juillet 1893. Ses œuvres retiennent l'attention par leur force réaliste, la présence importante du fantastique et par le pessimisme qui s'en dégage le plus souvent, mais aussi par sa maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie de 1880 à 1890, avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure peu avant ses 43 ans. Reconnu de son vivant, il conserve un renom de premier plan, renouvelé encore par les adaptations cinématographiques de ses œuvres. La Maison Tellier est une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1881. Se situant dans la continuité de ses récits sur la prostitution, elle constitue la nouvelle réaliste la plus célèbre de Maupassant après celle de Boule de Suif. Nous allons donc commencer la lecture. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. La Maison Tellier, chapitre 1. On allait chaque soir, vers 11 heures, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes. Non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Puis on rentrait se coucher avant minuit, les jeunes gens quelquefois restaient. La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l'encoignure d'une rue, derrière l'église Saint-Étienne, et par les fenêtres, on apercevait le bassin plein de navires qu'on déchargeait. Le grand marais s'allant appeler la retenue, et derrière la côte de la Vierge, avec sa vieille chapelle toute grise. Madame, issue d'une bonne famille de paysans du département de l'Eure, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste, ou absolument comme elle serait devenue... ou lingère, excusez-moi. Le préjugé du déshonneur attaché à la prostitution, si violent et si vivace dans les villes, n'existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit « c'est un bon métier ». Et il envoie son enfant tenir un harem de filles comme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil oncle qui la possédait. Monsieur et madame, autrefois aubergistes près d'Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'affaire de Fécamp plus avantageuse pour eux. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise, qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession, l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros, et la santé l'avait étouffé. Madame, depuis son veuvage, était vainement désirée par tous les habitués de l'établissement. Mais on la disait absolument sage, et ses pensionnaires, elles-mêmes, n'étaient parvenues à rien découvrir. Elle était grande, charnue, avenante. Son teint pâli dans l'obscurité de ce logis, toujours clos, luisait comme sous un vernis gras. Une mince garniture de cheveux follets, faux et frisés, entourait son front et lui donnait un aspect juvénile qui jurait avec la maturité de ses formes. Invariablement gaie et la figure ouverte, elle plaisantait volontiers, avec une nuance de retenue que ses occupations nouvelles n'avaient pas encore pu lui faire perdre. Les gros mots la choquaient toujours un peu, et quand un garçon mal élevé appelait de son nom propre l'établissement qu'elle dirigeait, elle se fâchait, révoltée. Enfin, elle avait l'âme délicate. Et bien que traitant ses femmes en ennemies, elle répétait volontiers qu'elles n'étaient pas du même panier. Parfois, durant la semaine, elle partait en voiture de louage avec une fraction de sa troupe, et l'on allait folâtrer sur l'herbe
au bord de la petite rivière qui coule dans les fonds de Valmont. C'étaient alors des parties de pensionnaires échappés, des courses folles, des jeux enfantins, toute une joie de recluses grisées par le grand air. On mangeait de la charcuterie sur le gazon en buvant du cidre et l'on rentrait à la nuit tombante avec une fatigue délicieuse. Un attendrissement doux. Et dans la voiture, on embrassait madame comme une mère très bonne, pleine de mansuétude et de complaisance. La maison avait 2 entrées. À l'encoignure, une sorte de café-borgne s'ouvrait le soir aux gens du peuple et aux matelots. 2 des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l'aide du garçon, nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un bœuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et les bras jetés au cou des buveurs, assis en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation. Les 3 autres dames, elles n'étaient que 5, formaient une sorte d'aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu'on eût besoin d'elles en bas et que le premier fût vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l'endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d'un grand dessin représentant Léda, étendu sous un cygne. On parvenait dans ce lieu au moyen d'un escalier tournant terminé par une porte étroite, humble d'apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne, comme celle qu'on allume encore en certaines villes, au pied des madones, encastrées dans les murs. Le bâtiment humide et vieux sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d'eau de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée. Mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients, ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des 3 femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus, qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Les 3 dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa, la Rose. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître et dont la chevelure filasse écourtée, claire et sans couleur pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs lustrés à la molle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait été marqué d'une taie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée, où 2 dents neuves, en haut, faisaient tache à côté de celle du bas qui avait pris en vieillissant une teinte foncée, comme les bois anciens. Rosa la Rose, une petite boule de chair, tout en ventre, avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d'une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux,
raconter des histoires interminables et insignifiantes, ne cesser de parler que pour manger et de manger que pour parler. Remuer toujours souple, comme un écureuil malgré sa graisse et l'exiguïté de ses pattes et son rire, une cascade de cris aigus. Éclater sans cesse, de ci, de là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dit balançoire, parce qu'elle boitait un peu. L'une toujours en liberté avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnol de fantaisie avec des séquins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes, à chacun de ses pas inégaux, avait l'air de fille de cuisine habillée pour un carnaval. Pareil à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d'auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux pompes. Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces 5 femmes. Grâce à la sagesse conciliante de madame et à son intarissable bonne humeur. L'établissement unique dans la petite ville était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue qui, si comme il faut. Elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde. Son bon cœur était si connu qu'une sorte de considération l'entourait. Les habitués faisaient des frais pour elle, triomphaient quand elle leur témoignait une amitié plus marquée, et lorsqu'ils se rencontraient dans le jour, pour leurs affaires, ils se disaient « À ce soir, ou vous savez ». Comme on se dit « Au café, n'est-ce pas ? Après dîner ». Enfin, la maison Tellier était une ressource, et rarement quelqu'un manquait au rendez-vous quotidien. Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulain, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne, derrière son treillage, ne brillait point. Aucun bruit ne sortait du logis, qui semblait mort. Il frappa. Doucement d'abord, avec plus de force ensuite. Personne ne répondit. Alors il remonta la rue à petits pas, et comme il arrivait sur la place du marché, il rencontra M. Duvert, l'armateur qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble, sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain, tout près d'eux. Et, ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de petits matelots, anglais et français, qui heurtaient à coups de poing les volets fermés du café. Les 2 bourgeois aussitôt s'enfuirent pour n'être pas compromis, mais un léger psst les arrêta. C'était M. Tourneveau, le saleur de poissons, qui, les ayant reconnus, les hélait. Ils lui dirent la chose, dont il fut d'autant plus affecté que lui. Marié, père de famille et fort surveillé, ne venait là que le samedi. Securitatis causa, disait-il, faisant allusion à une mesure de police sanitaire dont le docteur Borde, son ami, lui avait révélé les périodiques retours. C'était justement son soir, et il allait se trouver ainsi privé pour toute la semaine. Les 3 hommes firent un grand crochet jusqu'au quai, trouvèrent en route le jeune monsieur Philippe, fils du banquier, un habitué, et monsieur Pimpès, le percepteur. Tous ensemble revinrent alors par la rue, aux Juifs, pour essayer une dernière tentative. Mais les matelots, exaspérés, faisaient le siège de la maison, jetaient des pierres, hurlaient, et les 5 clients du premier étage, rebroussant chemin le plus vite possible, se mirent à errer par les rues. Ils rencontrèrent encore M. Dupuis, l'agent d'assurance, puis M. Vasse, le juge au tribunal de commerce, et une longue promenade commença qui les conduisit à la jetée d'abord. Ils s'assirent en ligne sur le parapet de granit et regardèrent moutonner les flots. L'écume sur la crête des vagues faisait dans l'ombre des blancheurs lumineuses éteintes
presque aussitôt qu'apparue, et le bruit monotone de la mer brisant contre les rochers se prolongeait dans la nuit tout le long de la falaise. Lorsque les tristes promeneurs furent restés là quelque temps, M. Tourneveau déclara : « Ça n'est pas gai. » « Non. » « Certes, » reprit M. Pimpès. Et ils repartirent à petits pas. Après avoir longé la rue que domine la côte, et qu'on appelle sous le bois, ils revinrent par le pont de planches sur la retenue, passèrent près du chemin de fer et débouchèrent de nouveau place du marché, où une querelle commença tout à coup entre le percepteur, M. Pimpès, et le saleur, M. Tourneveau, à propos d'un champignon comestible que l'un d'eux affirmait avoir trouvé dans les environs. Les esprits étant aigris par l'ennui, on en serait peut-être venu aux voies de fait, si les autres ne s'étaient interposés. M. Pimpès, furieux, se retira, et aussitôt une nouvelle altercation s'éleva entre l'ancien maire, M. Poulain, et l'agent d'assurance, M. Dupuis, au sujet des appointements du percepteur et des bénéfices qu'il pouvait se créer. Les propos injurieux pleuvaient des deux côtés, quand une tempête de cris formidables se déchaîna et la troupe des matelots, fatigués d'attendre en vain devant une maison fermée, déboucha sur la place. Ils se tenaient par le bras, deux par deux, formant une longue procession, et ils vociféraient furieusement. Le groupe des bourgeois se dissimula sous une porte, et la horde, hurlante, disparut dans la direction de l'abbaye. Longtemps encore, on entendit la clameur diminuant comme un orage qui s'éloigne, et le silence se rétablit. M. Poulain et M. Dupuis, enragés l'un contre l'autre, partirent, chacun de son côté, sans se saluer. Les quatre autres se remirent en marche et redescendirent instinctivement vers l'établissement Tellier. Il était toujours clos, muet, impénétrable. Un ivrogne, tranquille et obstiné, tapait des petits coups dans la devanture du café, puis s'arrêtait pour appeler à mi-voix le garçon Frédéric. Voyant qu'on ne lui répondit point, il reprit le parti de s'asseoir sur la marche de la porte et d'attendre les événements. Les bourgeois allaient se retirer quand la bande tumultueuse des hommes du port reparut au bout de la rue. Les matelots français braillaient la Marseillaise, les Anglais le Rule Britannia. Il y eut un ruement général contre les murs, puis le flot de brutes reprit son cours vers le quai, où une bataille éclata entre les marins des deux nations. Dans la rixe, un Anglais eut le bras cassé, et un Français le nez fendu. L'ivrogne qui était resté devant la porte pleurait maintenant comme pleurent les pochards ou les enfants contrariés. Les bourgeois, enfin, se dispersèrent. Peu à peu, le calme revint sur la cité troublée, de place en place. Encore par instant, un bruit de voix s'élevait, puis s'éteignait dans le lointain. Seul un homme errait toujours, M. Tourneveau, le saleur. Désolé d'attendre au prochain samedi, et il espérait on ne sait quel hasard, ne comprenant pas, s'exaspérant que la police laissât fermer ainsi un établissement d'utilité publique qu'elle surveille et tient sous sa garde. Il y retourna, flairant les murs, cherchant la raison, et il s'aperçut que sur l'auvent, une pancarte était collée. Il alluma bien vite une allumette bougie, et lut ces mots tracés d'une grande écriture inégale. Fermé pour cause de première communion. Alors il s'éloigna, comprenant bien que c'était fini. L'ivrogne maintenant dormait, étendu tout de son long en travers de la porte inhospitalière. Et le lendemain, tous les habitués, l'un après l'autre, trouvèrent moyen de passer dans la rue avec des papiers sous le bras pour se donner une contenance. Et d'un coup d'œil furtif, chacun lisait l'avertissement mystérieux. Fermé pour cause de communion. C'est que madame avait un frère établi menuisier en leur pays natal, Virville dans l'Eure. Du temps que madame était encore aubergiste à Yvetot, elle avait tenu
sur les fonds baptismaux, la fille de ce frère qu'elle nomma Constance, Constance Rivet. Étant elle-même une Rivet par son père, le menuisier, qui savait sa sœur en bonne position, ne la perdait pas de vue, bien qu'ils ne se rencontrassent pas souvent. Retenus tous les deux par leur occupation et habitant du reste loin de l'un de l'autre, mais comme la fillette allait avoir 12 ans et faisait cette année-là sa première communion, il saisit cette occasion d'un rapprochement. Il écrivit à sa sœur qu'il comptait sur elle pour la cérémonie. Les vieux parents étaient morts. Elle ne pouvait refuser à sa filleule. Elle accepta. Son frère, qui s'appelait Joseph, espérait qu'à force de prévenance, il arriverait peut-être à obtenir qu'on fît un testament en faveur de la petite, madame étant sans enfant. La profession de sa sœur ne gênait nullement ses scrupules. Et du reste, personne dans le pays ne savait rien. On disait seulement, en parlant d'elle, « Madame Tellier est une bourgeoise de Fécamp », ce qui laissait supposer qu'elle pouvait vivre de ses rentes. De Fécamp à Virville, on comptait au moins 20 lieues, et 20 lieues de terre pour des paysans sont plus difficiles à franchir que l'océan pour un civilisé. Les gens de Virville n'avaient jamais dépassé Rouen. Rien n'attirait ceux de Fécamp dans un petit village de 500 feux, perdu au milieu des plaines et faisant partie d'un autre département. Enfin, on ne savait rien. Mais l'époque de la communion approchant, madame éprouva un grand embarras. Elle n'avait point de sous-maîtresse et ne se souciait nullement de laisser sa maison, même pendant un jour. Toutes les rivalités entre les dames d'en haut et celles d'en bas éclateraient infailliblement. Puis Frédéric se griserait sans doute. Et quand il était gris, il assommait les gens pour un oui ou pour un non. Enfin, elle se décida à emmener tout son monde, sauf le garçon à qui elle donna sa liberté jusqu'au surlendemain. Le frère consulté ne fit aucune opposition et se chargea de loger la compagnie entière pour une nuit. Donc, le samedi matin, le train express de 8 heures emportait madame et ses compagnes dans un wagon de seconde classe, jusqu'à Beuzeville. Elles furent seules et jacassèrent comme des pies. Mais à cette gare, un couple monta. L'homme, vieux paysan, vêtu d'une blouse bleue, avec un col plissé, des manches larges serrées aux poignets et ornées d'une petite broderie blanche, couvert d'un antique chapeau de forme haute dont le poil roussi semblait hérissé, tenait d'une main un immense parapluie vert et de l'autre un vaste panier qui laissait passer les têtes effarées de 3 canards. La femme raide, en sa toilette rustique, avait une physionomie de poule avec un nez pointu comme un bec. Elle s'assit en face de son homme et demeura sans bouger, saisie de se trouver au milieu d'une aussi belle société. Et c'était en effet, dans le wagon, un éblouissement de couleurs éclatantes. Madame, tout en bleu, en soie bleue, des pieds à la tête, portait là-dessus un châle de faux cachemire français, rouge, aveuglant, fulgurant. Fernande soufflait dans une robe écossaise, dont le corsage, lacé à toute force par ses compagnes, soulevait sa croulante poitrine en une double dôme toujours agitée qui semblait liquide sous l'étoffe. Raphaël, avec une coiffure emplumée, simulant un nid plein d'oiseaux, portait une toilette lilas, pailletée d'or. Quelque chose d'oriental qui essayait à sa physionomie de juive. Rosa la Rose, en jupe rose, à large volant, avait l'air d'une enfant trop grasse, d'une naine obèse. Et les 2 pompes semblaient s'être taillées des accoutrements étranges au milieu de vieux rideaux de fenêtres. Ces vieux rideaux à ramages datant de la Restauration. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma première lecture de ce livre, La maison de Tellier de Guy de Maupassant. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à tout de suite pour la suite de la lecture. À tout bientôt.